Moi, si je peux juste dire un mot personnel sur la biologie, je trouve que l'immunologie, c'est le domaine de la biologie où il y a le plus grand écart entre nos courts tests au laboratoire et ce qui se passe sur les plans physiopathologiques qu'on est loin de comprendre. Il y a vraiment un grand écart terrible entre la biologie de routine et ce qui se passe, tout se passe. Donc moi, j'interviens sur, très basiquement, la place du laboratoire, qui est souvent le laboratoire de l'EFS, le laboratoire de l'immunologie, dans le diagnostic et la prise en charge transfusionnelle des animaux immunoglobulines. Alors, je vais juste commencer parce que j'aime bien toujours refaire un petit peu d'histoire, par resituer le test de Coombs direct, qui est quand même la pierre angulaire du diagnostic, dans une perspective historique. Et donc, il faut s'imaginer au début du siècle dernier, avec beaucoup de biologistes qui travaillent sur la réaction antigène-anticorps. Et en immunohématologie, on a, entre guillemets, beaucoup de chance parce que l'antigène est porté par le globule rouge et que du coup, la réaction antigène-anticorps se traduit par une réaction d'agglutination qui est directement visible à l'œil nu. Et c'est comme ça que, dès le début du siècle dernier, on décrit le premier système de groupe sanguin, le système ABO, mais en fait, après, pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, jusqu'à les années 30, il ne se passe plus grand-chose. Parce qu'en fait, les seuls anticorps qu'on est capable de détecter à l'époque, c'est des anticorps qui sont directement agglutinants, qui sont des IgM. Mais les IgM, c'est des anticorps d'hétéroimmunisation contre des antigènes de structure glucidique. Et on est en 1939, on commence à tourner autour de la description du système Rhesus, mais en fait, on bute sur la détection des IgG, qui sont les anticorps d'alloimmunisation contre les antigènes de structure protéique. Et c'est là que Robert Koop va avoir l'idée, il imagine d'immuniser des lapins avec des anticorps des immunoglobulines d'origine humaine. Il leur fait fabriquer des anticorps polyclonaux qui reconnaissent spécifiquement le fragment FC des immunoglobulines humaines. Il obtient un réactif qu'il appelle l'antiglobuline humaine et il met au point une méthode à laquelle il va donner son nom, le test de Coombs, qui va se décliner en deux versions, le test de Coombs direct et le test de Coombs indirect. Le test de Coombs direct, on s'adresse directement au globule du patient, on met de l'antiglobuline humaine, ça agglutine et on voit directement l'agglutination en tube. Le test de Coombs indirect, on travaille en deux temps, c'est pour ça que c'est indirect, on travaille sur le plasma, on cherche les anticorps du patient qu'on incube avec des hémacytes de donneurs, des hémacytes, et ensuite, après, si elles ont été sensibilisées par les anticorps, on les révèle par l'antiglobuline humaine. Le test de Coombs direct ouvre la voie au diagnostic des incompatibilités fœto-maternelles et transfusionnelles, mais surtout des anémies hémolytiques auto-immunes, ce au CERN, et le test de Coombs indirect ouvre la voie à la détection des anticorps d'alloimmunisation et commence la description de tous les systèmes de groupes sanguins de nature protéique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, nos laboratoires, bien sûr, ont traversé des évolutions de l'organisation très importantes, surtout au début, à partir du début des années 90. On a d'abord vu arriver les anticorps monoclonaux, on a vu naître et se développer l'industrie du diagnostic, on a vu mettre au point des nouveaux supports réactionnels, on a ouvert la voie à l'automatisation, dans un environnement où la réglementation et les exigences d'accréditation sont de plus en plus prégnantes. Donc, le test de Coombs dans tout ça est toujours au cœur du réacteur. C'est toujours autour de lui que tournent la plupart de nos réactions. Bien sûr, il s'est modernisé sur le plan technique et il a changé de nom. Alors, le test de Coombs indirect est devenu maintenant le test indirect avec l'hémoglobine humaine. C'est une technique qui est au service de la RAI, mais aussi de l'épreuve de compatibilité au laboratoire et de phénotypage de certains systèmes du FI et le test notamment. Les techniques de biologie moléculaire qui sont apparues dans nos laboratoires, alors uniquement dans nos laboratoires, pas les laboratoires de routine, les techniques de biologie moléculaire, eh bien c'est elles aujourd'hui qui nous permettent de continuer à décrire de nouveaux systèmes de groupes sanguins. On a décrit le 45e l'année dernière. Le test de Coombs direct, il a changé à deux reprises de nom. Aujourd'hui, c'est l'examen direct avec c'est toujours le test sur lequel repose notre diagnostic d'anémie auto-immune. Les techniques de biologie moléculaire n'ont rien apporté dans le diagnostic direct. Par contre, elles contribuent à éclairer le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique des anémies auto-immunes. Bon, donc très rapidement, on est tous d'accord sur le fait que l'anémie hémolytique auto-immune est un diagnostic biologique.
Et le laboratoire de pathologie intervient pour mettre en évidence une réaction antigène-anticorps à la surface du globule rouge, un anticorps qui se conduit comme un auto-anticorps et qui est responsable, est susceptible d'être responsable de la destruction accélérée des hématocytes du patient. Avant d'utiliser le terme auto-anticorps sur les comptes rendus, on prend quand même un certain nombre de précautions. D'abord, on s'assure que le patient n'a pas été transfusé dans les semaines qui précèdent, auquel cas, ce qu'on peut détecter éventuellement, ce sont des allo-anticorps fixés sur les globules transfusés, non pas des autos. On fait très attention aussi au contexte de greffe, que ce soit greffe d'organes, greffe ou moins lorsque c'est une couche hématopoïétique, parce qu'à ce moment-là, c'est pas tant les hématocytes du greffon que le système immunitaire du greffon qui est en cause et on a des phénomènes qu'on appelle la GBH ou des plus anecdotiques, le syndrome du lymphocyte pathogène. Donc, on emploie moins le terme auto-anticorps, mais plus le terme d'auto-réactivité dans ce contexte-là. Et bien sûr, si on en prend moins de 4 mois, on faut toujours faire attention parce que les anticorps qu'on détecte sont uniquement les anticorps maternels. Donc, quels sont les tests qu'on a à disposition au laboratoire? Des tests globulaires, l'examen direct à l'antibiotique et éventuellement l'élution directe, des tests qui s'adressent au plasma, la recherche d'anticorps anti-rétrocytaires, c'est-à-dire la RAI. Plus spécifiquement, on peut rechercher des agglutinines froides. Et puis, de façon plus exceptionnelle, on pourrait être amené à rechercher, mais il faudra un tube de sérum, des hémolysines. On va chercher à mettre en œuvre le complément. Et le complément, on peut mettre en œuvre que sur un tube de sérum, pas sur un tube de DGA. Donc, l'examen direct à l'antibiotique. L'examen direct à l'antibiotique, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, l'objectif, c'est de mettre en évidence des maladies in vivo par des anticorps. Donc, on va prendre ici l'exemple de la détection d'une IgG par une technique qu'on appelle la colonne de microfiltration parce que c'est la technique la plus répandue en France. Donc, on prend un tube de DPA, on centrifuge, on fabrique à partir du globulaire une suspension d'hématite qu'on va déposer donc, en haut d'une colonne de microfiltration qui contient un gel de polyacrylamide et l'antiglobuline humaine. Ensuite, après le centrifuge, les hématies libres qui ne sont pas sensibilisées ne sont pas reconnues par l'antiglobuline humaine, traversent le gel puisqu'elles ne sont pas luminées, le commissaire et je vais dire commissaire plutôt que les amateurs. Le commissaire est négatif. Les hématies sensibilisées sont sautées par l'antiglobuline humaine, sont agglutinée. Les hallucinations piégées dans la colonne, le commissaire est positif. Tout ça, entre le moment où le tube arrive au laboratoire et le moment où on rend le résultat, c'est une demi-heure. C'est d'une simplicité biblique. Donc, je vous ai dit, beaucoup de réglementations qui nous encadrent. La réglementation précise la réalisation de cette analyse impose d'utiliser de façon simultanée et indépendante un anticorps anti-IgG et un anticorps anti-C3d, ainsi que les réactifs témoins, les témoins réactifs appropriés. Parce qu'on est passé pendant un moment de l'histoire par une période où on avait un test de dépistage avec une antiglobuline humaine, ce qui est complètement obsolète aujourd'hui, mais qui brouille un peu l'analyse de la littérature sur le sujet. Donc, le témoin réactif, c'est ce puits-là qu'on attend négatif et qui témoigne de la spécificité de la réaction. Alors, ce que je viens de préciser aussi, c'est qu'on ne lave pas les hématies. Dans tous les papiers américains, vous voyez parler de lavage d'hématies. Dans notre technique, on ne lave pas les hématies. Alors, pourquoi détecter la fraction C3D? L'objectif de la détection de C3D, c'est de mettre en évidence le stigmate de la fixation d'une IgL dont l'optimum thermique est inférieur à 37 degrés. Et là, ça fait intervenir la notion du fait que les anticorps en eux-mêmes n'ont pas un effet direct sur la destruction des hématies, mais que ça fait intervenir les facteurs de l'immunité. Donc, on a tous appris religieusement que donc, les IgG ne se fixent pas à une température égale à 37, elles se fixent à une température égale à 37, qu'ensuite, après, le fragment est reconnu par le récepteur spécifique sur les macrophages de l'ARA, ce qui entraîne la phagocytose tissulaire des hématies sensibilisées aux IgG. À l'inverse, les IgM, elles se fixent à une température inférieure à 37, permettent la fixation du complément sur la membrane du globules rouge,
Quand le globule rouge se retrouve de nouveau à 37, l'IgM se défixe naturellement, se cellule, le complément s'active, formation de la C3 convertase, il va donc inhiber le fragment C3. Le C3 est inhibé en C3 qui va dans le plasma C3b, qui est reconnu par des récepteurs spécifiques, par des macrophages, ou phagocytose hépatique. La fraction C3b qui échappe à la phagocytose est ensuite liée au C3c qui passe dans le plasma, et C3d qui reste sur la membrane, et on dit que ça n'affecte pas la durée de vie des hémacytes. C'est pour ça qu'on peut détecter les fractions C3d de façon définitive. Quand les capacités de régulation de l'activation de ces compléments sont dépassées, alors la cascade se poursuit jusqu'à la formation de la plaque membranaire, destruction de l'élastie, hémolyse intravasculaire. Comment est-ce que les résultats sont exprimés sur nos comptes rendus? De façon réglementaire, doit apparaître la technique qu'on a utilisée. Donc, bien sûr, c'est de l'hémagglutination, mais c'est intéressant de connaître le support réactionnel qui a été utilisé. Mais dans la grande majorité des cas, c'est un support de microfiltration sur gel. Il existe une microfiltration sur bille de verre, des techniques aussi en microplaques avec des technologies d'immunocapture ou d'immunodhérence. On sait, même s'il n'y a pas grand-chose dans la littérature sur le sujet, que ces différentes techniques sont une source de variation du résultat. La méthode en plus, qui reste la méthode historique et qui est donc la méthode entre guillemets de référence, elle n'est absolument plus utilisée en France. Elle est encore utilisée aux États-Unis et tant du coup parler. C'est une méthode qualitative. En biologie, ça veut dire qu'on rend le résultat en positif ou négatif. Même si, très souvent, on verra apparaître sur nos comptes rendus l'intensité réactionnelle qui est cotée de 0 à 4,3. On voit, hein, on a des abacs pour interpréter l'intensité de la réaction, puis nos automates lisent la réaction. On sait qu'il y a une corrélation imparfaite avec le tableau clinique entre l'intensité réactionnelle. Les anémies hémolytiques très sévères, quand elles arrivent avec très peu et une hémolyse importante, on peut avoir un pulse direct très faiblement positif. Les méthodes quantitatives dont on entend parler dans la littérature, ELISA, radiomarquage, c'est des techniques qui, pour l'instant, restent cantonnées au laboratoire de recherche. Il faut être lucide, hein, rivaliser avec une technique d'hémagglutination où on n'a pas besoin d'appareillage, ça va être très compliqué. Et puis, c'est des techniques où on augmente la sensibilité, mais forcément, l'autre versant, c'est qu'on diminue la spécificité, et que dans ces techniques, le problème, c'est toujours de fixer le seuil à partir duquel on considère que c'est positif ou négatif. Donc, le cours direct, c'est un examen central qui permet non seulement le diagnostic, mais aussi la classification des anémies. D'où le fait qu'il est légitime de s'interroger sur les performances diagnostiques de ce test. Et les performances diagnostiques d'un test sont toujours mesurées avec deux critères qui sont la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Et là, en fait, dans la littérature, on a des données très anciennes qui remontent uniquement aux études avec les techniques en tube. Et dans les mains des experts des laboratoires de référence, des experts américains, on avait une valeur négative de 99%, c'est-à-dire que ça laissait une place pour 1% d'anémie hémolytique auto-immune à direct négatif, alors qu'on voit ensuite après des gens, je pense, moins expérimentés, qui font état d'un taux jusqu'à 15% d'anémie hémolytique à direct négatif. La valeur prédictive positive, elle n'était dans les années 80-90 que de 83%, ce qui veut dire que quand on a un direct positif, dans 17% des cas, l'anémie hémolytique n'est finalement pas conclue d'origine immune. Aujourd'hui, puisqu'on travaille essentiellement en microfiltration, en tout cas en Europe et en France, il était intéressant de s'interroger sur la performance de la microfiltration. En fait, on n'a pas de mesure de microfiltration versus tableau clinique. On n'a que des données qui sont issues de la comparaison de méthodes. On travaille à partir du tube, et puis petit à petit, on évolue, on se dote d'une technique en microfiltration, et on évalue, entre guillemets, ses performances par rapport à la méthode de référence, mais sans jamais la relier à la clinique. Tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que la technique en microfiltration est plus sensible que la technique en tube. Quelle place il reste pour les faux négatifs? Alors, on nous dit, ça peut être observé dans une hémolyse sévère,
Ça peut être le fait que c'est une IgA ou une IgM qui est en cause et ça n'a pas été recherché en première intention. Ça peut être un seuil inférieur au seuil de détection ou un indicateur de faible affinité. C'est ce que déclinent tous les papiers. D'où l'importance pour nous de pouvoir vous proposer des techniques de deuxième intention. Donc, le COUS, qu'on appelle élargi, où on va chercher aussi la fraction IgA, IgM et C3b. Le fait qu'on puisse vous proposer aussi, pour ces techniques de sensibilisation, le test d'élution, qui est beaucoup plus sensible, on va revenir dessus, que le COUS direct. Pour ce qui est de la spécificité, bien sûr qu'on n'a pas d'études, mais comme on augmente la sensibilité, on peut s'imaginer qu'on diminue, comme à chaque fois en biologie, la spécificité du test. Avant la microfiltration, on savait qu'on avait jusqu'à 15% de patients hospitalisés qui ont un coup direct positif, qu'on trouve des donneurs de sang avec un coup direct positif. Donc, on a intégré, en tout cas nous, biologistes, qu'il y a beaucoup de faux positifs avec le coup direct et qu'il y a un gap, un fossé entre les auto-anticorps qu'on va dire biologiques, c'est-à-dire ce qu'on détecte au laboratoire, et les auto-anticorps qui vont vraiment avoir une certification. Et aujourd'hui, on manque vraiment de data, des chiffres précis sur quel est le taux de faux positifs en microfiltration et quelle place il reste avec nos techniques de microfiltration ou nos techniques plus sensibles pour les anémies hémolytiques auto-immunes à COMS-direct négatif. Alors, l'élution directe, son principe, c'est de détacher et récupérer en phase liquide des anticorps spécifiquement fixés sur une hématite sensibilisée. Donc, on travaille essentiellement aujourd'hui avec des techniques à l'acide, des proches, on réverse la réaction de l'anticorps, on récupère les anticorps et on fait une RAI, simplement sur les UA. Bien sûr, on ne fait pas ça sur les comptes directs de type complément, puisque là, c'est pas un anticorps, c'est une fraction de complément, donc ça n'a pas de sens. Et puis, bien sûr, on fait attention si le patient a été transfusé récemment pour ne pas confondre un auto et un allo. L'intérêt du test, c'est que c'est beaucoup plus sensible que le considérait. On le sait, hein, dans les laboratoires qui travaillent tous les jours avec des maternités, des bébés qui ont une incopate ABO, même si le coup direct est négatif, si on élu et qu'on cherche l'anti-A ou l'anti-B d'origine maternelle, on le trouve toujours. Maintenant, donc ça renvoie à l'idée que l'élution peut détecter des anticorps à un taux faible ou des anticorps de moindre affinité. Néanmoins, est-ce que pour autant ces datas sont transposables à la ligne hémolytique auto-immune? Ça reste à discuter. Donc, l'indication de l'élution dans la ligne hémolytique auto-immune, ça a sans doute une place, pas en systématique, hein, dans les anémies hémolytiques à cause directe négatif, ou, et Thomas va revenir après moi sur cette notion d'anémie hémolytique médicamenteuse, quand on suspecte l'implication d'un médicament, parce que nous, à l'EUA, quand on décroche un profil spécifique d'auto-anticorps, c'est-à-dire panaglutinant, ça nous rassure et ça conforte notre idée que c'est un auto-anticorps. Par contre, à l'inverse, quand on décroche et qu'on détecte rien du tout, alors on peut évoquer éventuellement le diagnostic d'anémie médicamenteuse. La place de la RAI, c'est souvent pas beaucoup discuté, mais pour nous, les biologistes, on a du mal à imaginer qu'une anémie hémolytique auto-immune, on ne puisse pas détecter dans le plasma la composante plasmatique de l'auto-anticorps, avec pour nous un profil caractéristique de panagglutination, c'est-à-dire qu'on agglutine toutes nos hémacytèses, sachant qu'à la RAI, on détecte surtout les anticorps chauds, ceux qui sont détectables à 37, mais aussi parfois les IgM quand elles ont une amplitude thermique importante. On détecte moins les anticorps froids, sauf quand elles sont détectables à 37. Pour les anticorps froids, il faut qu'on fasse une recherche spécifique d'agglutinine froide. On va revenir dessus après. Et l'intérêt de la RAI, c'est que ça permet de commencer à mettre en place la sécurité immunologique du support transfusionnel. Parce qu'à côté du phénotype érythrocytaire du patient, on va, dans ce cas, toujours compléter par un phénotype érythrocytaire étendu dans les selles et plus gènes. On va s'assurer que derrière l'auto-anticorps, et on va revenir dessus, chez les patients qui ont un risque d'avoir développé un anticorps parce qu'ils ont été transfusés avant ou parce que c'était une femme qui a déjà eu des grossesses, on va chercher un éventuel allo-anticorps masqué par l'auto-anticorps. La recherche d'agglutinine froide, c'est un peu le parent pauvre de l'immunohématologie, c'est pas inscrit à la nomenclature des aides de biologie médicale et on n'a pas de réactifs commercialisés pour faire la recherche. Donc ça reste une recherche qui est vraiment dans les mains des laboratoires de l'EFS qui vont fabriquer leurs propres réactifs. Donc, l'indication, c'est le coup direct positif de type complément ou de type mix.
on va se débrouiller pour rechercher des IgM, uniquement des IgM, autoréactifs qui reconnaissent les propres hématocytes du patient. Et on va travailler à 4 degrés, c'est une température complètement artificielle, et on va titrer l'anticorps. On travaille sur des hémacytes au grand type, c'est-à-dire des hémacytes au petit type, des hémacytes nouveau-nés. C'est pour ça qu'on n'a pas pratiquement fait de native et traitée par les enzymes protéolytiques, ce qui nous permet théoriquement d'apprécier la spécificité de la vitamine 3, anti-grand-I, anti-PR. Ça n'a aucun intérêt en clinique, ça n'a aucune conséquence sur la recherche thérapeutique. On pourrait se proposer la question de l'intérêt de tout ça. Et on interprète nos résultats en considérant que c'est positif si le taux est supérieur ou égal à 64. On nous conseille fortement de compléter l'étude par une étude de l'amplitude thermique, parce que parfois on est surpris avec des taux d'anticorps qui sont peu élevés, mais un tableau clinique brillant. Et effectivement, souvent dans ce cas-là, on s'aperçoit que l'anticorps est aussi détectable à des températures qui se rapprochent de 37. Donc on nous conseille de tester l'amplitude thermique à 22, 30 degrés si on a la chance d'avoir une étude à 30 degrés et 37. Et donc meilleure signification clinique sans doute de l'amplitude thermique par rapport au titre. Comment est-ce qu'on interprète les résultats? Une fois positif chez un adulte, on évoque le diagnostic de maladie zélotinine 3, qui est aujourd'hui considéré et traité comme un syndrome de la proliférative B. Chez l'adulte jeune, l'enfant, on parle d'anémie hémolytique à auto-anticorps 3 et on recherche une infection récente et la fréquente et l'infection en mycoplasme. Quand la recherche est négative, chez un adulte et qu'on a un cancer mix, c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'on a une habitude froide, mais qui a un taux inférieur à 64, donc on ne va pas vous rendre que c'est positif, mais on détecte une composante IgM. Et chez l'adulte, chez l'enfant ou l'adolescent, direct positif et recherche la vitamine 3 complètement négative, alors se pose la question de la recherche d'hémolyse biphasique. La recherche d'hémolyse biphasique, c'est une indication qui est rare, donc on pose l'indication de la recherche qu'on dirait de complément à recherche de la vitamine 3 négative, adulte, jeune ou enfant avec infection récente, et on cherche une IgG 3, donc ce fixe à 3, fixe au complément, et un complément qui va s'activer à 37. La spécificité de cette hémolyse biphasique, c'est anti-P, un antigène du système globoside. On recherche absolument pas ça en pratique parce qu'on n'a pas, il faudrait des tests rares, on n'a pas de distribution dans le laboratoire. Il reste quelques examens dans notre catalogue dont on peut se demander s'ils ont encore vraiment une utilité. La recherche d'hémolyse monophasique. Après, c'est simplement pour montrer que on est capable avec un anticorps d'activer le complément. Quel intérêt, dans la mesure où on a déjà notre cause directe positive de type complément, on a déjà cette réponse. Et puis le titrage, c'est vrai que c'est fait parfois le titrage de l'auto-anticorps chaud sur le plasma ou sur les LUA. Il y a quelques publications, quelques travaux, mais on sait qu'il y a vraiment une corrélation qui n'est pas forcément parfaite avec la clinique. Et en tout cas, ces examens n'ont pas de conséquences sur la prise en charge du patient. Ça n'a pas une place importante. Et pour conclure sur le monde, le fossé qu'il y a entre nos pauvres examens biologiques, là, le CIRET et la RAI, et la sévérité du tableau d'hémolyse, il y a tout un monde qu'on n'explore pas, notamment l'isotype. En France, on ne cherche pas du tout à savoir si c'est une IgG1 ou IgG3, on sait qu'IgG3 est pathogène. L'acide de l'anticorps, on va revenir dessus parce qu'il y a eu un petit travail de l'équipe de France Pirenne il y a quelques années qui a été publié. On ne cherche pas la on ne cherche pas le taux de l'anticorps, on ne cherche pas l'affinité de l'anticorps, on ne cherche pas le degré de glucosylation du fragment FC, on sait que ça va influer sur la capacité de recrutement des facteurs de l'immunité, on ne connaît pas l'état immunitaire du patient, on ne connaît pas la qualité de son érythropoïèse. Donc, il y a vraiment un fossé, un monde entre nos pauvres petits tests de laboratoire et la sévérité du tableau. Et juste donc, pour en faire un focus sur la cible antigénique des auto-anticorps, donc on sait que la cible, ce sont des antigènes publics, exprimés par toutes les hématies. Les auto-anticorps froids ont une cible de nature glucidique. Les auto-anticorps chauds ont une cible de nature protéique. On sait que ça tourne autour d'un complexe qui réunit la bande 3, les protéines rhésus, les glycophorines. Et donc, il y a eu un travail, c'est pas étudié en pratique, il y a quelques travaux, un travail notamment de Lady Vincent de France Pirel, qui est revenu sur
l'intérêt de chercher la spécificité, d'essayer de le relier avec les sévérités cliniques. Et en fait, on ne retrouve pas de corrélation entre une cible et une sévérité du tableau clinique. Et pour aborder le deuxième volet rapidement de la sécurité transfusionnelle, les anémies hémolytiques auto-immunes nous posent un problème, nous posent des difficultés transfusionnelles. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, elles perturbent, les auto-anticorps perturbent nos analyses transfusionnelles, d'où délai au laboratoire, d'où risque de retard à la transfusion. Chez des patients pour lesquels on est vraiment à cran pour détecter une allonisation, parce qu'on nous dit que c'est des patients à risque de développer des allonisations. Tout ça dans un contexte où on sait que la transfusion n'est pas le traitement de fond, que ça risque de ne pas être efficace. Donc, on tourne autour d'une problématique qui justifie que l'HAS recommande très clairement que la transfusion ne doit pas être écartée lorsqu'elle est justifiée, même si tout apparaît incompatible au laboratoire. Ne jamais considérer que nos tests de laboratoire sont un obstacle à la transfusion si la transfusion est nécessaire. Donc, les auto-anticorps sont susceptibles d'interférer avec toutes les analyses qui sont censées assurer la sécurité transfusionnelle au laboratoire. Donc, des tests globulaires et des tests plasmatiques. Les tests globulaires, c'est le phénotype érythrocytaire du patient. Donc, le groupage ABO peut être perturbé, surtout par les allotémies froides. On est amené à faire le phénotype étendu dans les autres systèmes les plus immunogènes. On est ennuyé par les auto-anticorps plutôt chauds. Bon, là, on a un plan B qui est le fait de pouvoir déterminer le phénotype par biologie moléculaire, où là, on n'a absolument pas d'interférence forcément. Bon, donc ça prend plus ou moins de temps, mais une fois qu'on a fait le phénotype érythrocytaire du patient, c'est un résultat qui est définitif. Donc, on est tranquille. On a perdu un peu de temps au départ, mais on est tranquille. Et on peut se permettre de vous rééditer un document de groupage si on n'a pas le temps de refaire tout le tralala que nécessite la prise en charge d'une maladie une fois, par exemple. Ce qui pose réellement un problème, c'est les tests série, c'est-à-dire la RAI et, s'il en est besoin, les preuves de compatibilité au laboratoire. Là, on est surtout plus embêté avec les auto-anticorps chauds. On va voir, c'est des techniques qui sont longues, qui parfois nous prennent une demi-journée, et le délai de validité du résultat, c'est 3 jours. Donc, recommencer des techniques qui durent une demi-journée tous les 3 jours, c'est notre bête noire. Alors, pour illustrer pourquoi ça nous ennuie au laboratoire, les auto-anticorps ne sont pas lacutinants et ils masquent d'éventuels allo-anticorps d'intérêt transfusionnel. On voit ici comment on procède pour faire l'identification d'un anticorps. Là, vous voyez, on travaille sur un panel de 11 hématies pour identifier la spécificité d'une RAI positive. Là, le plasma du patient utilise les hématies 3, 4 et 8. Ce sont les hématies qu'elle plus. Donc, on identifie comme ça un antiquel chez ce patient. En dessous, on voit le profil d'un auto-anticorps, donc c'est panaglutinant, ça agglutine de façon homogène les 11 hématies de notre panel. Derrière, il y a un antiquel, on est incapable de le voir. Donc, on met en œuvre des techniques d'absorption. On va soustraire l'auto-anticorps du plasma du patient pour pouvoir refaire une RAI correctement après. On a souvent recours à des allo-absorptions, c'est-à-dire qu'on cherche des hématies homologues dont le phénotype se rapproche le plus possible de celui de notre patient. Donc, aller trouver des hématies homologues en quantité suffisante, les pré-traiter, parce que souvent on les traite avec des enzymes pour les rendre plus absorbants, faire jusqu'à 6 cycles d'absorption qui durent 30 minutes chacun, refaire une RAI derrière, tout ça est très long. C'est ça qui peut nous prendre un certain temps. Tout ça chez des patients pour lesquels on a en tête, dans la littérature notamment, que c'est des patients qui sont à risque de développer des allo-anticorps. En même temps, quand on regarde un peu ce qui se passe pour essayer de comprendre, les données sont un peu contradictoires parce qu'on a d'un côté de la littérature qui nous dit que ces patients ont un risque plus important que la normale de faire des allo-anticorps. La littérature fait état de 10 à 40% des patients. Et d'un autre côté, théoriquement, on se dit comment ces patients vont nous faire des allo-anticorps alors qu'ils ont la plupart du temps un traitement immunosuppresseur et qu'on imagine les macrophages de la rate déjà bien occupés avec les auto-anticorps. Finalement, on a peu de données actualisées sur le sujet et surtout peu de données qui sont transposables au modèle français où en France, on va faire en sorte de prévenir au maximum l'alloimisation des patients avec la sélection le plus possible de CGR phénocompatibles, même dans les systèmes les plus immunogènes. Donc, du coup, comment on navigue, nous, pour assurer la sécurité transfusionnelle?
On revu deux approches. D'abord, un bilan initial qui se veut le plus complet possible, phénotype érythrocytaire, ABO, RHKL, mais étendu au système épidémiologien, RAI pour chercher un halo anticorps, bien évidemment, et ensuite après, en fonction du degré d'urgence qui est possible pour nous, on va conjuguer soit faire la RAI et obtenir un résultat après absorption, soit transfuser une CGR polyphénotypée. Alors, les limites de la RAI après absorption, c'est que c'est long, qu'on n'a pas toujours le temps, que ce n'est pas adapté à l'urgence, qu'on n'est jamais à l'abri d'absorber un halo anticorps, et qu'aujourd'hui, avec le regroupement des activités sur des laboratoires un peu plus spécialisés, cette technique n'est pas accessible partout sur le territoire. Transfusé en CGR polyphénotypé, bon, c'est toujours très ennuyeux. Pour nous, on a l'impression de ne pas travailler correctement parce qu'on ne passe pas par la conviction des anticorps. On ne vous rend pas une RAI négative, donc on n'est jamais complètement sécure. Et puis, ça pose le problème de la disponibilité et de la répartition de ces CGR polyphénotypés sur le territoire. Et 3% de nos ressources à l'EFS, et c'est réservé à des laboratoires qui prennent en charge des patients immunisés ou des gros patients d'hémato. Donc, on n'a pas des CGR polyphénotypés partout sur le territoire. On peut pas. L'HAS, et ce sont des recommandations d'experts, décrit quel CGR on doit délivrer ou prescrire en fonction des situations d'urgence et des situations d'immunisation des patients. Vous voyez que la plupart du temps, c'est en urgence pour le patient et à l'immuniser et qu'on ne peut pas éliminer l'immunisation, on nous demande d'avoir recours à des CGR polyphénotypés si possible. D'où le fait que la politique transfusionnelle en France mériterait d'être réévaluée pour voir quel est le pourcentage réel de nos patients qui s'immunisent derrière un auto-anticorps. Et pour terminer, donc pareil, dans les recommandations de l'HAS, pour les agglutinin froides, outre le fait qu'on aime bien sur le compte rendu dire que ça peut interférer au contrôle ultime et que ça ne doit pas arrêter la transfusion, on doit transfuser tant que c'est possible en CGR réchauffé et qu'il doit être prévu des procédures pour trouver le réchauffeur en urgence dans le centre hospitalier. C'est du vécu toutes les semaines, ça. Et que bien évidemment, comme la transfusion est attendue non efficace, de surveiller plus que la normale ces patients dans l'immédiat et dans les suites de la transfusion, de contrôler l'efficacité et la tolérance de la transfusion.